je remercie le professeur Boussouhan d'avoir donné l'occasion, enfin, on vous dit, à travailler de temps en temps. Et puis là, il m'a confié un sujet assez important, c'est vacciner même en situation de déficit immunitaire. Et donc là, je me retrouve aussi piégée parce que le terme d'immunodéficience ou d'immunodéprimé est très très large. Ça va du déficit immunitaire primitif au déficit immunitaire acquis, en passant par les conditions altérant le système immunitaire, les variations qui sont liées à l'âge, au vieillissement, au traitement immunosuppresseur, au traitement dû à la nouvelle biothérapie qui est utilisée de plus en plus dans notre contexte, aux néoplasies et bien sûr, sans oublier les aspects fonctionnels et anatomiques. Je vais essayer de me focaliser sur le déficit immunitaire primitif, parce que c'est notre société, hein, vous êtes content, M. Boussouhan, avec cette hétérogénéité importante qui atteint toutes les composantes du système immunitaire et qu'on est en train de découvrir avec la dernière conférence d'Emmanuel qui montre qu'il y en a plein de choses à redécouvrir. Et donc, pour l'objectif de la vaccination, c'est donner une certaine immunité, une protection à l'individu le rendant immune en utilisant l'immunothérapie passive par la perfusion d'immunoglobulines, mais aussi par une immunothérapie active par la vaccination. Seulement dans ce groupe de malades qui sont atteints de déficit immunitaire, la problématique est triple due à cette caractéristique particulière au déficit immunitaire. La première, c'est la vulnérabilité accrue aux infections, pas seulement par la fréquence, mais aussi la sévérité et le mauvais pronostic de ces infections, et des infections opportunistes qui ne sont pas habituelles dans les infections communautaires. La deuxième caractéristique, c'est l'incapacité aussi de répondre aux stimulateurs antigéniques en comparaison aux immunocompétents. Et la troisième caractéristique, c'est leur susceptibilité à faire des infections quand on leur apporte un vaccin vivant avec un risque de faire une maladie virale ou bactérienne due à cette microbe vivant. À ce microbe vivant. Ah là là. L'autre problématique, et ça c'est ma problématique aussi, parce que les études manquent dans cette thématique, et qui est due finalement à l'hétérogénéité et dans l'expression de ces maladies. Et donc la littérature, vraiment, elle est très avare là-dessus, en se focalisant sur le déficit immunitaire primitif, parce que quand on fait la recherche sur les vaccins et immunodépression, on se retrouve avec tous les autres malades, avec facteurs de risque et sous traitement immunosuppresseur. Et donc, c'est des recommandations qui sont basées sur les autorités sanitaires et les sociétés savantes et internationales. Donc, du coup, la décision de vacciner dans notre contexte, et comme d'ailleurs, se base sur une balance bénéfice-risque par rapport à notre malade, comment il va bénéficier de cette vaccination. Et donc, dans le contexte de déficit immunitaire primitif, c'est difficile de standardiser puisqu'il y a une certaine hétérogénéité importante dans ce groupe de malades. Néanmoins, il faut prendre en considération quelques principes généraux. Par rapport à ce groupe de malades, l'innocuité et l'efficacité des vaccins sont déterminées par le type d'immunodéficience et par l'importance de cette immunodéficience. Et chaque sujet, même dans le même groupe, est un immunodéprimé qui est différent de l'autre. Et du coup, il faut essayer de maximiser les bienfaits et de minimiser les méfaits d'une vaccination. Et prendre en considération la sensibilité à l'infection et la capacité de réponse à un vaccin qui est très variable d'un déficit immunitaire à un autre. Et bien sûr, réfléchir avant de donner un vaccin en essayant de lui prodiguer le meilleur moment pour la vaccination dans le cas d'une immunodépression programmée. Dans ces considérations générales, les vaccins vivants sont généralement contre-indiqués chez l'immunodéprimé. Et ça en fonction aussi de l'importance de l'immunodépression. Les avantages tirés par la vaccination par des vaccins vivants recommandés peuvent l'emporter sur les risques et on sera parfois amené à vacciner en fonction de l'immunosuppression, en fonction de la balance encore entre le risque d'infection, d'attraper la maladie et le risque des effets indésirables
provoqués par l'immunisation par un vaccin vivant. Deuxième considération, c'est les vaccins inactivés peuvent être administrés à tous les groupes parce que c'est des antigènes ou de fractions d'antigènes ou de toxines qui ne sont pas capables de se multiplier, de provoquer la maladie. Mais le problème de ces vaccins, c'est que la portée et l'importance de l'immunogénicité est très variable. Et du coup, donc, en prenant en considération ça, toutes les maladies immunodéprimiques peuvent recevoir la recommandation de la population générale, hormis quelques vaccins. Et certains vaccins sont beaucoup plus recommandés dans ce groupe de malades. Alors, j'ai essayé de faire une revue de la littérature pour pouvoir savoir quels sont les vaccins les plus fréquemment indiqués. Voilà, je tombe sur cette revue internationale sur la vaccination recommandée chez les immunodéprimés. Je retrouve qui a en fait traité, c'est pas clair, ça a permis de traiter plusieurs recommandations internationales. Et dans ces recommandations, il y a 2 vaccins qui ressortent en parallèle dans les déficits immunitaires, dans l'immunodéficience, c'est le vaccin influenzé et le vaccin antipneumococcique. Et donc, Aziz avait bien raison de proposer ces 2 vaccins à discuter en ce moment. Donc, l'infection pneumococcique, elle est réputée, vous le connaissez bien, responsable d'infections invasives à pneumocoque. Dans la pneumonie, la bactériémie et la méningite, tout âge confondu, avec l'OMS qui dénombre 450 millions de personnes par an, avec une mortalité qui avoisine 7%, avec 500 000 enfants moins de 5 ans par an qui sont atteints par cette infection invasive à pneumocoque. L'incidence chez les adultes de plus de 18 ans d'infection invasive pneumocoque dans le groupe immunodéprimé, il est de 100 à 400 cas par 100 000 sujets versus 9 cas par rapport au sujet sain. Les enfants moins de 17 ans ont une immunodépression 4 fois à 40 fois plus importante et un risque de faire une infection invasive à pneumocoque par rapport aux enfants sains. Il n'y a pas seulement la fréquence de l'infection invasive, mais il y a aussi la mortalité qui est importante et qui est 4 fois plus importante. Un patient presque sur 2 décède par infection invasive à pneumocoque et bien sûr les extrêmes d'âge sont plus fréquentes. Voilà une étude qui a comparé la présence d'un facteur de risque à développer une infection invasive à pneumocoque, notamment une pneumonie, et le fait d'avoir un facteur de risque de 1, 2, 3 aggrave la susceptibilité de faire une infection invasive à pneumocoque chez les enfants de moins de 5 ans et chez les plus de 5 ans, avec un risque plus important. On sait très bien que nos malades ont une atteinte digestive, une atteinte pulmonaire, un défaut de sécrétion d'anticorps. Donc, tous nos malades peuvent se retrouver dans la 3e tranche où il y a un risque élevé de faire une infection à pneumocoque. Alors, sur le terrain, il y a les vaccins qui sont disponibles. Il y a le vaccin conjugué PVC10 et PV13, je ne vais pas détailler ça. Le vaccin polysaccharidique à 23 valences et le PVC15 qui est en 3e phase d'études précliniques, plutôt cliniques, avec la nouveauté, ce qu'il ramène le 22F et le 23F comme autre sérotype, et c'est un vaccin conjugué et qui n'est pas encore commercialisé d'après ma dernière lecture. L'immunogénicité de ces vaccins a été prouvée avec l'avènement du PVC7. J'en parle parce que les études ont été faites sur ce PV7 et les autres qui sont venus pour comparer le PVC10 et le PVC13, c'est sur les résultats du PV7. Et donc, les études montraient que le titre d'anticorps sérique dans les sérotypes inclus augmente de 3,4 à 20% par rapport à la préimmunisation. Une réponse anamnestique est induite par l'administration d'une dose de rappel par les autres vaccins conjugués ou par le vaccin polysaccharidique. Et l'immunogénicité du PV7 a été démontrée chez les enfants présentant une immunodéficience. Ce qu'a montré les études aussi, c'est que le PVC10 et 13 ont une réponse immunitaire sans infériorité par rapport à PVC en ce qui concerne les sérotypes qui se retrouvent dans le même vaccin. Et aucune étude n'a permis de faire la comparaison entre le PVC10 et le PVC13. Alors, les vaccins polysaccharidiques, on le sait, ils sont immunogènes, mais pas fortement. Ils ne restent pas très longtemps avec une immunogénicité très faible. Pourquoi? Parce qu'un vaccin polysaccharidique stimule la réponse
la réaction immune lymphocyte B, elle n'est pas T-dépendante. Quand on la fait conjuguer avec protéines porteuses, comme le PVC10, 7 et 13, bientôt le 15, on implique le lymphocyte T pour une coopération immunitaire qui va générer une réponse immunitaire T-dépendante et plus forte et plus robuste et plus persistante dans le temps. Voilà une étude danoise qui a montré l'incidence de l'infection invasive à pneumocoque par tranche d'âge. C'est juste pour montrer que l'apport du PVC a entraîné une diminution drastique des infections invasives chez l'enfant qui ont été vaccinés, mais aussi chez l'adulte. Ça, vous le connaissez, c'est l'effet de groupe ou de troupeau. Et après, là, c'est les sérotypes qui sont inclus dans le vaccin. Et puis après, en 2010, partout dans le monde, il y a eu une diminution aussi des infections invasives qui sont portées par les valences par ce vaccin. En parallèle, on voit qu'il y a une augmentation des sérotypes qui ne sont pas inclus dans ce PV7, PCV7 et PCV13. Bon, j'ai le plaisir de vous montrer l'étude du Maroc qui a observé aussi le même phénomène, c'est-à-dire qu'on n'est pas exclu, et je félicite l'équipe de Casablanca pour cette publication. Et c'est juste pour dire que malgré ces vaccinations, l'immunodéprimé reste toujours susceptibles aux infections à pneumocoque par l'avènement des sous-groupes qui sont des sérotypes qui sont toujours présents, qui posent le problème du portage rhinopharyngé de ces virus. Et donc, par exemple, je porterai l'exemple de VIH, pas retrouvé dans la littérature plus que ça, l'incidence de les infections invasives par BVC a diminué par l'introduction PCV7, mais 40 fois toujours persistant dans ce groupe de déficit immunitaire acquis. Et on sait très bien que c'est un déficit cellulaire qui simule celui du SCID. Le risque d'infection invasive à pneumocoque est plus élevé chez les enfants et les adultes ayant aussi un traitement immunosuppresseur, une aspirine fonctionnelle ou une maladie chronique. Alors, l'immunodéprimé demeure toujours à risque à cause de ces sérotypes. Et voilà l'étude de Ladhani qui a montré que les enfants avec les comorbidités ont observé la diminution des infections invasives à pneumocoque, mais persistent toujours des méningites, des septicémies, des pneumocoques qui sont dus à des sérotypes non présents dans les valences vaccinaux. Un spectre plus large de sérotypes très important, c'est pour ça qu'il est recommandé de mettre en place le vaccin polysaccharidique, même s'il n'est pas immunogène, aussi immunogène que le vaccin conjugué, c'est pour pouvoir couvrir aussi ces sérotypes qui ne se retrouvent pas dans les vaccins conjugués. Un autre problème, c'est évaluer la réponse en anticorps antipneumococciques. Alors, dans les situations normales, cette évaluation se fait à 4 semaines avec une augmentation des taux d'anticorps permettant de dire si l'homme malade est vraiment protégé ou pas. Et pour le vaccin conjugué, cette concentration est estimée à 0,35 microgrammes par millilitre pour chaque sérotype. Et pour le vaccin polysaccharidique, cette dose est de 1,3 microgrammes par millilitre. Cette évaluation des anticorps pour montrer que le malade est vraiment protégé peut se faire aussi après une infection à pneumocoque, pneumonie ou méningite ou pleurésie, avec un sérotype qui est déterminé, qui va permettre de dire qu'il y a une bonne réponse. Il y a un autre facteur, c'est que la réponse en anticorps au vaccin est variable en fonction de l'âge et qu'une augmentation de 2 à 4 fois est considérée comme protectrice, mais le fait d'avoir une vaccination antérieure, le fait de retrouver un taux 4 fois plus important, c'est dû à cette vaccination antérieure. Alors, la réponse est variable, moins de 2 ans pour le vaccin conjugué, la réponse est très imprévisible. Plus de 5 ans, la réponse est homogène et rejoint celle de l'adulte, elle est satisfaisante. Mais entre 2 et 5, la réponse en anticorps est très imprévisible et aussi intermédiaire. Pour les malades qui ont une déficience humorale, il y a une grande variabilité de la réponse normale au vaccin polysaccharidique. La valeur prédictive d'une
réponse anormale chez un individu évalué pour un déficit immunitaire reste incertaine et jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus sur une réponse anormale par rapport aux malades qui ont une déficience immorale, puisqu'ils ont aussi un problème dans l'immunité et dans l'évaluation des anticorps après immunisation. Ah, donc, qu'est-ce qui a été envisagé? C'est des réponses globales non spécifiques à un type. Et puis après, il y a eu des réponses spécifiques à un certain sérotype. Et donc, à des fins diagnostiques, ça n'a pas été possible. Et il y a eu des controverses concernant la définition du titre de protection chez les malades qui ont une immunodéficience, surtout humorale. Et ça, c'est parce que certaines études mesurent la réponse à un petit nombre de sérotypes. C'est très hétérogène par rapport aux études. Et les choix des sérotypes sont variables. Les méthodes qui sont utilisées ne sont pas homogènes. Et l'immunisation par le PVC, par le vaccin conjugué, améliore la réponse ultérieure au vaccin polysaccharidique administré au bout de plusieurs mois. C'est-à-dire les effectifs de malades ne sont pas homogènes pour dire qu'il y a une définition particulière par rapport à la réponse normale chez les malades immunodéficients en anticorps. Et les réponses ultérieures par rapport au PVC, s'il est fait après le polysaccharidique, inhibe la réponse au vaccin conjugué. Je prendrai l'exemple du déficit spécifique en anticorps qui est caractérisé par un taux normal en anticorps, mais des infections à répétition récurrente avec une diminution de la réponse aux anticorps, aux antigènes polysaccharidiques après vaccination. Il y a un manque énorme dans le consensus de la définition, à tel point qu'il y a eu une directive d'un groupe de travail qui a essayé de déterminer en fonction de la réponse au vaccin polysaccharidique avant 6 ans, après 6 ans, en phénotype sévère, modéré, moyen, et en avançant aussi la mémoire immunitaire. Et tous ces malades, c'est des malades qui rejoignent la définition, malades qui font des infections en répétition. Donc, la réponse vaccinale pour le diagnostic du DEP, en se basant sur le taux d'anticorps IgG, difficile, ne permet pas de définir des normes par rapport à la réponse aux anticorps pneumococciques. Il y a eu des équipes qui ont essayé de mesurer le taux d'IgA et d'IgM après vaccination. Ce n'est pas encore en routine. Après vaccination en vaccin polysaccharidique, et ils ont cherché le pic de réponse à 2 semaines pour les IgA et à 3 semaines pour les IgM. Et ils ont montré que dans le groupe des déficits immunitaires communs variables et dans le groupe d'hypogammaglobulinémie de la petite enfance, moins de 2 ans, il y avait une diminution de la sécrétion de ces anticorps. Une autre dimension qu'il faut considérer, ce n'est pas seulement la quantité des immunoglobulines, mais la qualité de ces immunoglobulines et leur pouvoir opsonisant. Donc, ce qui est important aussi d'aller regarder, c'est l'avidité de l'anticorps pour l'antigène et sa capacité d'opsoniser un organisme. Une faible avidité en anticorps détermine une susceptibilité, bien sûr, aux infections. Un autre paramètre, même chez le sujet sain, le taux d'anticorps, surtout après vaccin polysaccharidique, diminue avec l'âge, surtout avec le vaccin pneumo 23, qui diminue après l'âge, après 5 ans. Et donc, les sujets sains non immunisés sont souvent ont des effets protecteurs. Et si on va aller chercher le taux d'anticorps chez ces personnes-là, on peut retrouver un taux d'anticorps sérotype spécial, qui est positif, mais qui répond en fait à une infection clinique qu'il avait déjà fait auparavant, ou bien à une immunisation antérieure. Donc, c'est difficile de retrouver une bonne norme par rapport à ces malades. Deuxième chose, donc, ça passe pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, l'efficacité en fonction de l'âge de ces vaccins polysaccharidiques est aussi variable en fonction des groupes, et les études ne sont pas vraiment homogènes et leurs conclusions sont très disparates. Il y a eu une 17 méta-analyses qui est disponible dans la littérature qui ont montré qu'il y a une protection des pathologies invasives à pneumocoque chez l'adulte en bonne santé, mais pas de protection par rapport au personnel fragilisé. Ça, c'est important, la vaccination chez l'adulte, parce que ça crée l'immunité de groupe et c'est l'adulte qui prend soin de l'enfant qui doit être aussi protégé pour éviter Bon, ça passe pas, je vais utiliser moi. Alors, il y a eu aussi d'autres études qui ont essayé de... je vais prendre le stylet.
Voilà. Il y a cette étude-là qui a essayé de retrouver la réponse en anticorps par rapport à un groupe en déficit en anticorps. Ils ont trouvé que la vaccination par le PCV améliore la réponse en anticorps par rapport au vaccin polysaccharidique en générant des IgG2 et par rapport au vaccin partagé entre le PVC3, PVC10 et le vaccin polysaccharidique. Donc, ces groupes de malades pourraient aussi bénéficier de cette vaccination importante. Et on a parlé aussi d'une vaccination croisée, d'une réponse immunitaire croisée, reste à déchiffrer. Approuvé encore par d'autres études. Là, il y a eu une autre étude aussi qui a essayé de retrouver la vaccination sur le groupe des malades qui ont un déficit en anticorps. C'est des petites études finalement monocentriques avec des études comme point faible et les rétrospectives. Ils ont montré que la vaccination par le polysaccharidique avant le PVC inhibait la réponse immunitaire aux anticorps. Donc, il faut toujours commencer par le conjugué. Les recommandations disent que PVC seul peut être utilisé avant 2 ans. Il faut surtout commencer par le conjugué avant le polysaccharidique pour avoir une bonne réponse immunitaire. Je passe sur la vaccination des enfants en déficit immunitaire par rapport au vaccin pneumococcique doit suivre la recommandation de la population générale. Chez les adultes, il faut aussi penser à renforcer par le vaccin conjugué s'ils n'ont pas reçu bien avant, à la période de la petite enfance. Il faut faire la différence entre efficacité potentielle et réelle. Le vaccin conjugué contre le pneumocoque a permis de diminuer le taux des otites moyennes aiguës et de l'utilisation de la tympanostomie pour les malades, et que le vaccin polysaccharidique a quand même permis de diminuer de 80% chez l'adulte jeune à risque. Là aussi, il y a une étude qui a essayé de retrouver chez les enfants, les adultes déficitaires en IgA, en immunoglobuline IgA, Ig2, ils ont retrouvé qu'il y a une réponse quand même au vaccin conjugué qui est assez intéressante. Et donc, est-ce qu'il faut une dose de rappel? Non, par rapport au PVC, au vaccin conjugué, mais pour le vaccin polysaccharidique, ça on le connaît depuis toujours, il faut renforcer l'immunité au bout de 3 à 4 ans. Je vais rapidement parler de l'influenza qui... Fait 21 minutes. J'en ai encore 5 minutes, je finirai. Là. Alors là, vous avez le vaccin influenza, je passe sur les termes. Les sous-types qui circulent, c'est le H1N1 et H3N2. Et là, je vais vous rapporter juste la distribution de la surveillance épidémiologique 2017-2018 dans notre pays, qui a montré en fait une circulation du virus qui intéresse tous les tranches. Ça, c'est important, c'est pour dire ces tranches d'âge sont autour de notre petit enfant déficit immunitaire et qui porte le virus. Ce virus-là, il peut être de grippe B, dans 50% des cas, de grippe AH1 ou AH3N2, et que ça peut être un simple syndrome grippal qui est vu au centre de santé avec toujours la grippe B qui est prédominante, ou bien un syndrome de détresse respiratoire, un IRAS chez le tout petit ou le grand qui est prédominant, ou la grippe B aussi prédominante, avec une mortalité sur le groupe à risque de 14% dans notre pays. Donc, c'est un bon moyen pour faciliter aussi les pneumonies, le virus qui facilite l'infection par la pneumonie. Et donc, on a retrouvé qu'il y a une efficacité de 60-70%, et moindre chez l'immunodéficient. C'est pour ça qu'il y a eu un développement de plusieurs vaccins. Je passe sur le vaccin antigrippal fortement dosé, sur le quadrivalent qui est utilisé actuellement, et sur le vaccin adjuvanté qui a été délaissé. Et un vaccin vivant atténué, le vaccin influenza, qui est complètement contre-indiqué parce que c'est un vaccin vivant nasal au Maroc. Donc, 4 souches. La population pédiatrique doit être vaccinée à partir de 36 mois. Et les enfants de moins de 36 mois, 35 mois à 0,25. Et je passe sur les recommandations que vous connaissez. Alors, la réponse immunitaire est assez importante par rapport au quadrivalent et au trivalent, et l'immunogénicité qui sont équivalentes par rapport aux deux vaccins.
Donc, apparemment, l'antigène A est plus performant en matière d'immunogénicité que l'antigène B. Et voilà, par rapport au déficit immunitaire comme invariable, il y a une étude qui a essayé d'approcher la réponse immunitaire vis-à-vis de ce vaccin influencé, pas seulement par le dosage des immunoglobulines, mais aussi en approchant la réponse des cellules T cytotoxiques et mémoire. Et ils ont trouvé que ces déficits immunitaires comme invariable pourraient bénéficier aussi à certaines réponses par rapport aux autres déficits. Là aussi, il y a eu une étude sur les déficits immunitaires comme invariables et les déficits en anticorps. Mauvaise réponse par rapport aux anticorps, mais il y a une bonne réponse par rapport aux cellules T, CD40 et interférents. Note importante, c'est la vaccination de l'entourage qui est très importante parce que c'est eux qui apportent le virus et la bactérie. Et là, s'ils n'ont pas été vaccinés, surtout pour un malade qui vient d'avoir une greffe des cellules souches hématopoïétiques, il faut penser à vacciner l'entourage. Par rapport à la grippe, une seule fois par an, c'est important, ça permet d'éviter les infections invasives. Et voilà. Par rapport à la substitution par la littérature dans les recommandations, les deux vaccins peuvent être administrés en n'importe quel moment. Et là, je passe sur les recommandations internationales par rapport à la greffe des cellules souches hématopoïétiques, 3 à 6 mois après la greffe. Les enfants qui sont splénectomisés, ils ont une asplénie fonctionnelle ou anatomique, il y a à les vacciner par le PVC 13 et le polysaccharidique. Si le polysaccharidique a été injecté avant, il faut attendre presque une année et certaines études jusqu'à 3 ans après. Voilà, c'est juste pour dire que la particularité de ce groupe de déficit immunitaire, c'est que ces déficits en cellules cellulaires et immorales sont le plus susceptibles à faire ces infections invasives et c'est le plus moins répandant et difficile à immuniser par ces deux vaccins. Et je vous remercie.